Evening News. Rencontre entre le Premier ministre et les paysans de Koutchala. L'objectif était de s'enquérir des difficultés des agriculteurs de la dite région. Cérémonie de clôture de 2 jours de formation sur la citoyenneté. Les grandes lignes dans un instant. Retour triomphal pour Hugues Fabrice Zongo, premier médaillé olympique de l'histoire du Burkina Faso. Ravi de vous retrouver sur Joliba TV News. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les examens du brevet de technicien 1 et 2 ont démarré ce lundi matin. Et ce, malgré la volonté de la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 d'empêcher la tenue de ces examens. Elad Malik Guité nous en dit plus. Ils sont venus en masse ce lundi matin devant le lycée Mamadou Sarr avec un seul objectif, empêcher la tenue des examens du brevet de technicien BT. Ils, ce sont les enseignants du Mali qui réclament toujours l'application de l'article 39. Ils décident ainsi de boycotter les examens nationaux. Ce matin, nous sommes venus devant le lycée Mamadou Sarr. C'était juste pour empêcher la tenue de ces examens. Nous sommes venus pour fermer les structures de l'éducation. Parce que sans les enseignants, on ne peut pas organiser un examen digne de ce nom. Empêchés par les forces de l'ordre, ces enseignants venus en masse ont finalement reçu à s'entretenir avec la présidente du centre. Et on avait une lettre de la synergie. Nous sommes parvenus à aller remettre ça à la présidente du centre. Et puis nous avons discuté un peu avec elle. Elle dit qu'elle nous a entendus et qu'elle va faire son rapport et qu'elle va rendre compte à son hiérarchie. Outre l'application de l'article 39, ces enseignants dénoncent aussi la mauvaise organisation de ces examens. Est-ce que vous accepteriez qu'un intrus, une autre personne qui n'est pas éducateur, de venir surveiller les élèves, et tandis qu'il ne connaît même pas le système éducatif, qui ne connaît même pas comment surveiller? Parce que la surveillance, ce n'est pas n'importe qui peut surveiller. Du côté des autorités, ils rassurent que toutes les mesures sont prises pour la bonne tenue de ces examens. Les surveillants, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants et ce sont des enseignants qui ont surveillé dans le passé. Ils ont de l'expérience. Au lycée Mamadou Sarr, hormis cet incident mineur, tout s'est bien passé selon la présidente du centre. Et on a pu équiper ces 17 salles-là de 2 surveillants par salle. Donc vraiment ça va et les épreuves ont commencé à 8 heures comme prévu. Les épreuves du brevet de technicien ont bien démarré dans plusieurs centres à Bamako, malgré les protestations des enseignants. Pour rappel, ils sont au total cette année 38 984 candidats répartis dans 1666 salles pour 116 centres à travers le territoire national. Toujours dans le même registre, le bras de fer entre le gouvernement et la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 continue. Les enseignants semblent plus que jamais déterminés à poursuivre la lutte pour la reconduction de l'article 39. Pour en savoir plus, nous recevons pour vous M. Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre. Bonsoir Ousmane Almoudou. Bonsoir madame. Alors, les enseignants appellent à une désobéissance civile. Que reprochez-vous exactement au gouvernement? En fait, effectivement, depuis le dimanche, nous avons décidé d'aller à cette mesure. Et le premier élément de cette mesure, c'est la fermeture des structures de l'éducation, de l'ensemble des structures de l'éducation. Vous savez, lorsque vous êtes en train de demander à un gouvernement d'appliquer une loi de la République et que le gouvernement refuse, alors que cette loi a été adoptée et promulguée par un gouvernement légitime, n'est-ce pas, adopté par l'Assemblée nationale, qui était légitime en son temps, et promulgué par un président démocratiquement élu, et qu'un gouvernement de transition veut remettre ça en cause, je pense que c'est une violation de loi. Et ça nous donne droit, en tant qu'enseignants, d'aller aussi à cette mesure-là. C'est ce qui a fait que nous avons décidé, pour la première mesure de cette désobéissance civile, d'aller à la fermeture de l'ensemble des structures de l'éducation. Ce qui a commencé aujourd'hui, et c'est l'ensemble du territoire national, des Kayakira, l'ensemble des structures ont été fermées. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est une violation de loi? Mais en fait, on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que c'est une violation de loi. Vous savez, les syndicats sont battus depuis le 15 octobre 2016 pour avoir un statut à partir de 2018 et que cette loi est rentrée en application le 1er janvier 2018 avec une grille plafond de 1060 et avoir les augmentations qui sont survenues en 2019 et en 2020 pour l'amener à 1382. Aujourd'hui, le gouvernement a pris une ordonnance
soi-disant qui unifie les grilles salariales. Et cette unification remet en cause l'applicabilité de l'article 39, qui dit que chaque fois qu'il y a une majoration sur le statut général, cette majoration s'applique aux enseignants. Le gouvernement a opté, c'est un choix que le gouvernement a fait, entre les finances, parce qu'il y avait un syndicat qui a réclamé ça, un choix entre ce syndicat-là et les enseignants. Donc le gouvernement a opté pour les finances que l'éducation. Donc je pense que la difficulté aujourd'hui, le problème que les Maliens parlent aujourd'hui, ce n'est pas la faute des enseignants. C'est vraiment le gouvernement qui a montré au peuple malien qu'ils ne sont pas intéressés par l'école. Que ce qu'adviendra de l'école, ce n'est pas leur souci. Ce qu'adviendra des examens de fin d'année. Et je veux rappeler quand même que ce gouvernement de transition est venu trouver que les écoles fonctionnent normalement. Les enseignants, malgré les difficultés, malgré les revendications, malgré les procès-verbaux non exécutés que les syndicats disposent, nous avons décidé de rester en classe parce que nous avons voulu faire de cette année scolaire une année normale et pour que nous puissions aller à des examens plus ou moins corrects et traduire comme tout le monde entend, c'est devenu une chanson partout, les Malikoura, traduire dans ce Malikoura-là dans l'éducation pour montrer qu'on peut faire des examens sans fraude ni fuite dans ce pays-là. C'est lorsque ce gouvernement est venu qu'il a tout mis dans vous, enseignants, pensez-vous aux élèves qui n'ont rien fait mais qui sont quand même les premières victimes de ce boycott des examens? Je pense que nous et les élèves, vous savez que s'il y a quelqu'un qui pense aux élèves, ce sont les enseignants. C'est d'abord notre matière de travail en tant qu'enseignant et que nous avons un certain lien de familiarité avec l'école et les enseignants. Si nous ne sommes pas à l'école, les premiers gênés, ce sont les enseignants. Donc s'il y a un problème et qu'il y a quelqu'un qui doit penser à l'avenir des enfants, c'est ce gouvernement qui vient d'arriver, qui a trouvé que les enseignants étaient en train de travailler correctement, qui a trouvé que les enfants étaient en train d'étudier correctement et en train de se préparer sereinement pour les examens de fin d'année. Je pense que cette question-là, c'est le gouvernement qu'on doit le poser. Et on se pose la question, nous en tant qu'enseignants, qu'est-ce que le gouvernement de transition a quel intérêt à mettre l'école dans cette situation-là? À l'allure où vont les choses, que faut-il faire pour sauver l'année scolaire? Non, moi je pense que le gouvernement est en train de faire un forcing en faisant un semblant d'organisation des examens de fin d'année, parce que pour nous, ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des examens. Le gouvernement est en train de faire... c'est une mascarade qui est en cours. Je pense que les parents d'élèves ne mesurent pas la portée de ce que le gouvernement est en train d'organiser et aller ramasser des gens dans la rue pour venir surveiller des enfants qui plus ou moins ont fait un processus normal pour cette année scolaire. Je pense qu'aujourd'hui, pour le syndicat de l'éducation, pour nous, il n'y a pas deux alternatives. Au-delà de la question d'argent, parce que les gens pensent que les enseignants, c'est une question de principe. Et si nous souhaitons que le Malikoura dont nous parlons, cette transformation rationnelle que chaque Malien cherche, puisse venir dans notre pays, il faut d'abord commencer par respecter les textes. Parce que pour nous, ça passe d'abord par le respect. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui sont victimes. Peut-être certains applaudissent, ils sont contents. Demain, ça peut être leur tour. C'est pourquoi, pour nous, au-delà de la question de l'argent, c'est une question de principe. Et si le gouvernement du Mali, si le peuple malien veut que nous sortons de cette histoire-là, il faut qu'il demande au gouvernement du Mali d'appliquer la loi de la République. Pour nous, aujourd'hui, c'est la seule alternative. Vous venez de traiter ces examens de mascarade. Et parce que le gouvernement, selon vous, a pris des gens dans la rue pour assurer la surveillance. Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez? En fait, nous tout ce qu'on dit est motivé. Vous savez, des cas à Kidal, les enseignants sont partout. Ces fonctionnaires-là qui estiment que l'enseignant n'a pas droit au bonheur, ces fonctionnaires qui estiment que l'enseignant ne doit pas être au-dessus des autres, ils ne sont pas dans certaines localités. Nous sommes là-bas. On sait quels sont les gens qui sont utilisés. À Bamako, il y a des centres. Moi, je vous donne pour le CAP, je vous donne l'exemple du lycée Askia. Nous avons été là-bas. C'est des établissements qui sont près de là où nous servons. Ce sont des plantons, ce sont des plombiers, ce sont des mécaniciens qui ont surveillé là-bas. Ça, on n'a pas besoin de... Nous, on a les informations à la minute par rapport à ces questions-là. Donc, il y a pas on ne calomnie pas quelqu'un. On ne dit pas de contre-vérité sur quelqu'un. Tout ce qu'on dit est vérifié et vérifiable. Et si ça continue comme ça, c'est comme si vous dites à un enseignant d'aller s'asseoir, je ne sais pas moi, là, au niveau du ministère de l'économie et des finances, un enseignant littéraire, d'aller travailler sur les finances. Ce n'est pas son travail là. Maintenant, si on estime que l'enseignement, la surveillance, la correction, tout le monde peut le faire, c'est un processus de banalisation de la fonction enseignante. Et là, nous, en tant qu'enseignants, on ne peut pas l'accepter. D'accord. Merci, M. Almoudou, pour votre disponibilité. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À moi de vous remercier. C'était Ousmane Almoudou, porte-parole du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016.
Je vous le disais dans les titres, dans le cadre de sa campagne agricole 2021-2022 à Boubouni, Sikasso et Koutiala, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré les paysans de Koutiala le samedi dernier. Objectif, s'enquérir des difficultés des agriculteurs de la dite région. Moussa Tembine et Adama Sanogo pour le compte-rendu. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et sa délégation ont été reçus à Koutiala après leur passage à Sikasso. Motif, soutenir les acteurs du monde rural et veiller à la bonne application des subventions faites par l'État sur certains produits agricoles. Nous sommes venus vers vous pour d'abord nous enquérir de la situation. L'appui que le gouvernement a fait, que vous avez reconnu en termes de subventions de tout genre, est-ce que cet appui est arrivé à destination? Nous avons eu les rapports des ministres, les rapports des conseillers, mais il fallait qu'on vienne vérifier et vous entendre. La confiance n'empêche pas le contrôle. Et nous avons eu l'agréable plaisir auprès des paysans aujourd'hui sur le terrain que le monde paysan est satisfait de l'action du gouvernement et du président de la transition. Les paysans, à travers leurs représentants, ont saisi l'occasion pour informer le Premier ministre de quelques difficultés majeures dont ils font face. Concernant l'engrais, le quota que nous gagnions avant cette année a diminué depuis que Koutiala est devenue une région. Nous exigeons l'application des recommandations faites lors de la clôture des assises nationales sur le coton. Dr Choguel Kokala Maïga a rassuré les paysans de transmettre leurs doléances au président de la transition Assimi Goïta. Nous sommes venus aussi pour enregistrer vos préoccupations. Qu'est-ce que vous pensez doit être fait par le gouvernement, qui n'a pas été fait des années durant, pour que cette transition soit mise à profit, pour redonner espoir et confiance au monde agricole. Et le mardi, Inch'Allah, entre 14h et 17h, je rencontrerai le président de la transition pour lui rendre compte et que nous prenions les décisions les plus importantes concernant le monde agricole. Pour rappel, le Premier ministre de la transition était en visite dans ces trois villes, Bougouni, Sikasso, Koutiala. Pendant 3 jours, il a été à la rencontre du monde rural pour une bonne campagne agricole. Dans un tout autre registre, à présent, une quarantaine de jeunes ont reçu le dimanche dernier leur attestation après avoir reçu 2 jours de formation sur la citoyenneté, la résolution de conflits, le leadership et la circulation routière. Des récipiendaires qui serviront de relais auprès d'autres jeunes pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Aouna Salia Kone pour le compte rendu. L'hymne national est entonné, l'acte est symbolique et sied bien à la circonstance, la formation à la citoyenneté. Ils sont 40 jeunes à recevoir cette formation intitulée « Citoyen modèle ». L'objectif est de leur permettre d'acquérir des outils pour mieux comprendre le mécanisme de la paix, de la citoyenneté et d'être des modèles. La formation de 2 jours consistait à former les jeunes de la commune 5 du district de Bamako, les jeunes des zones qui connaissent le conflit et qui sont ici à Bamako, et aussi les leaders de l'association des élèves et étudiants du Mali, l'AIM. Ils sont formés sur la citoyenneté active et la cohésion sociale, la circulation routière, la résolution des conflits et le leadership. Cette initiative contribue au développement personnel des jeunes. Ces jeunes serviront aussi des relais auprès des amis de leur localité d'origine. Pour nous les jeunes, c'est une opportunité de pouvoir accéder à des formations de qualité et pouvoir aller dans nos zones, dans nos localités, c'est-à-dire les régions, pour vulgariser la chose, c'est-à-dire aller dire aux autres ce que nous avons appris ici. Ça nous amène à apprendre beaucoup de choses sur la résolution des conflits, le leadership et puis la cohésion sociale. Et j'ai bénéficié beaucoup d'idées sur ça et puis je ferai de même avec les autres, à savoir partager les idées que j'ai réussies ici. Pour le représentant de la mairie de la commune 5,
Il n'y a pas plus belle contribution à l'édification d'une nation qu'une formation à la citoyenneté. Former les citoyens à la citoyenneté est un acte extrêmement important et mérite d'être soutenu. Aujourd'hui, le Mali a besoin de telles formations sur toute l'étendue du territoire national. Je demande à ce que cette initiative ne se limite pas à ça uniquement et qu'on le fasse partout au Mali. Abdoulaye Soumaré, le porteur du projet, invite les jeunes à se désolidariser de tout projet de violence, d'être donc des ambassadeurs de paix, car selon lui, la violence n'a jamais réglé quoi que ce soit. Page noire dans cette édition, nous parlons du massacre d'Ouattaghouna. Plus de 40 civils maliens ont été tués ce dimanche dans 4 localités du nord situées non loin de la frontière du Mali avec le Niger. Ces massacres seraient encore l'œuvre des djihadistes. La force Barkhane a assuré du 25 au 26 juillet dernier le transport de 427 soldats maliens pour leur permettre d'effectuer des relèves sur différents postes dans le Gourmand. Une initiative salutaire qui rentre dans le cadre de la coopération entre l'armée française et les FAMA, suivant le récit de Fanta Diarra. Dans le cadre des opérations de réassurance et de l'appui aux forces armées maliennes FAMA, la force Barkhane a assuré du 25 au 26 juillet dernier le transport de 427 soldats maliens pour leur permettre d'effectuer des relèves sur différents postes dans le Gourma. Il s'agit d'une manœuvre inédite depuis la reprise de la coopération avec les FAMA. Plusieurs dizaines de soldats maliens ont ainsi embarqué dans des avions de type Casa ou Hercule C-137 afin de quitter les bases, dans lesquelles ils étaient présents depuis 2 ans pour certains, ou de rejoindre leur nouvelle base. Cette manœuvre qui permet aux FAMA de se déplacer rapidement est la preuve d'une coopération solide entre les alliés dans un même combat contre les groupes terroristes. En plus de ces déplacements par voie aérienne, la force Barkhane a effectué une quinzaine d'heures de vol d'avions de chasse, dédiés en particulier à la protection des convois et à la réassurance des camps des FAMA. Le dossier du jour parle de l'utilisation abusive des écouteurs. Bon nombre de Maliens utilisent constamment des écouteurs à longueur de journée. Cette utilisation abusive a-t-elle des répercussions sur la santé? Notre reporter Issa Sissé a voulu en savoir davantage sur ce phénomène. À Bamako, le port des écouteurs est devenu un mode de vie pour la population, surtout chez les jeunes, et certains ne peuvent plus s'en passer. Pour Youssouf Diakité, jeune entrepreneur, le port des écouteurs lui permet de se déstresser. J'utilise les écouteurs et tout. Tu me vois que je suis en train d'utiliser les écouteurs quand je suis stressé. Donc, tu vois, parce que moi, ma passion, c'est la musique. J'écoute tellement la musique et tout parce que ça me permet de me distraire, d'oublier beaucoup de soucis et tout. Par contre, Boubacar Assaï Traoré, journaliste réalisateur, dit les utiliser uniquement dans les cadres professionnels. J'utilise les écouteurs quand je travaille, quand je fais mes montages et quand aussi je fais mes transcriptions sonores. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de problème d'audition à travers les écouteurs parce que je ne porte pas fréquemment les écouteurs. Selon le professeur Sako, spécialiste en otorhinolaryngologie, le port des écouteurs peut engendrer des troubles auditifs. Il faut reconnaître que l'oreille est un organe hypersensible et c'est un organe qui est classé donc dans les organes neurosensoriels. Donc, et qui ont donc un lien donc avec le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire que donc avec le cerveau. À force donc de pousser l'écouteur dans l'oreille, ça peut donc provoquer donc cette maladie-là, cette otite externe-là, ou voire même également un eczéma donc du conduit auditif. De l'oreille externe, du conduit auditif externe, parce que ça va, il y aura donc toujours ce frottement-là, on met, on enlève, on met, on enlève, voilà. Et ça, c'est porteur aussi de germes aussi, surtout que dans notre milieu-là, les gens échangent les écouteurs entre eux. Forcément, quand un citoyen lambda porte un écouteur, et après cet écouteur-là va ramasser les germes de son oreille, et son ami, un citoyen bêta,
va réclamer son écouteur juste pour écouter une émission. Et il peut y avoir une contamination comme ça, à travers donc les écouteurs. Voilà. L'oreille faisant partie des organes les plus sensibles de l'être humain, certains spécialistes recommandent donc d'en prendre soin, notamment l'utilisation modérée des écouteurs afin d'éviter des maladies d'audition. L'image du jour consacrée au palais de Buckingham. Le palais de Buckingham ou Buckingham Palace est la résidence officielle des souverains britanniques. Situé à Londres, le palais est à la fois le lieu où se produisent les événements en relation avec la famille royale, le lieu d'accueil de beaucoup de chefs d'État en visite et une attraction touristique importante. C'est le point de convergence du peuple britannique lors des moments de joie, de crise et de peine. Le palais de Buckingham ou tout simplement le palais désigne la source des déclarations de presse émanant du bureau royal. Construit pour John Sheffield, duc de Buckingham et de Normandie, en 1707, c'est le lieu de résidence de la monarchie britannique. Il est agrandi au cours du XXIe siècle par John Nash pour le roi George IV. Au Moyen-Âge, le site du palais de Buckingham formait une partie du manoir de Bury. Il eut plusieurs occupants royaux depuis Édouard le Confesseur et a été l'objet de nombreuses spéculations à propos de son propriétaire. Une faille dans le bail de Charles Ier d'Angleterre permit au terrain de revenir dans le giron royal au XVIIIe siècle. Les précurseurs du palais de Buckingham étaient des résidences privées appelées Bleak House, Goring House et Arling House. À présent, l'actualité internationale. Une des quelques 300 jeunes Nigérianes enlevées par Boko Haram dans un collège de Chibok il y a 7 ans recouvre sa liberté. Le 14 avril 2014, une centaine de djihadistes de Boko Haram, nom qui signifie l'éducation occidentale est un péché, avaient enlevé 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans dans un collège de filles de Chibok, dans l'état de Borno, provoquant une énorme vague d'indignation internationale et une campagne intitulée Bring Back Our Girls pour leur libération. Je remercie Dieu de pouvoir voir ma fille en vie 7 ans après avoir été enlevée dans son collège. Je suis vraiment très heureuse et je tiens à remercier le gouvernement de l'État de Borno et les militaires. Que Dieu ramène celles qui restent. Le gouverneur de l'État de Borno promet de retrouver les autres filles. Nous espérons récupérer d'autres très bientôt. Le gouvernement de l'État de Borno collabore avec l'armée nigériane et d'autres forces de sécurité. Nous allons mettre en place une structure qui nous permettra d'en retrouver davantage. Les parents de la fille de Chibok et l'association des parents des filles disparues prient pour que les autres filles soient libérées. Retour triomphal de l'athlète burkinabé Youx Fabrice Zango, première médaille olympique du Burkina Faso. Il est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou où il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Médaille de bronze du triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo. Youx Fabrice Zango se projette déjà pour les prochains JO Paris 2024 où il espère décrocher la médaille d'or. Pour les échéances, les autres Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons sûrement des athlètes plus performants. Et cette fois-ci, j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses, d'expérience ou d'excuses que de quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Dominique Nana, le ministre des Sports, a souligné que c'est avec une immense fierté que le Burkina Faso accueille cette médaille dans un contexte sécuritaire tendu où le pays est endeuillé par des attaques terroristes. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire de Youx Fabrice Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Dans les prochains jours, le ministère des Sports prévoit une grande fête à l'honneur de Youx Fabrice Zango à Ouagadougou. Environ 500 participants, dont le premier ministre japonais Yoshihide Suga, se sont réunis lundi 9 août au parc de la paix de Nagasaki pour commémorer le 76e anniversaire du bombardement atomique américain. Les participants portaient des masques et maintenaient une distance sociale lors de l'événement à échelle réduite
qui s'est tenu au milieu de l'épidémie coronavirus en cours. À 8h15, le 6 août 1945, une bombe surnommée Little Boy a été larguée par l'avion de guerre américain B-29 Enola Gay et a détruit la ville d'Hiroshima. 3 jours après l'attaque d'Hiroshima, le 9 août 1945, les États-Unis larguèrent une autre bombe atomique sur Nagasaki, dans le sud du Japon. La ville estime qu'environ 210 000 personnes ont été tuées par les attaques, faisant plus de 150 000 blessés. Le plus haut volcan actif d'Europe, l'Etna en Italie, a présenté une spectaculaire explosion de lave lors d'une éruption aux premières heures de la matinée de ce lundi. L'Etna illumine régulièrement le ciel nocturne avec des explosions, des fontaines de lave et des panaches de cendres, éblouissant les spectateurs et réveillant les habitants avec ses rugissements. L'équipe de caméras qui a filmé les images a déclaré que les éruptions avaient commencé à 1h du matin et se sont poursuivies jusqu'à 6h30. La lave a coulé sur le flanc de la montagne de 3300 mètres de haut et des cendres volcaniques noires et des roches connues sous le nom de Lapilli. L'Etna, qui est situé au-dessus de la ville sicilienne de Catane, entre souvent en éruption mais cause rarement des dommages et on pense qu'elle a le record écrit d'éruption, le plus long que tout autre volcan, avec sa première observation enregistrée remontant à 425 avant Jésus-Christ. Bien que les éruptions elles-mêmes ne mettent pas la population locale en danger, les résidents doivent vivre avec des douches de cendres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.